Buenos días. Muchas gracias a los organizadores del coloquio. Voilà, je vais parler français maintenant. C'était une drôle de femme. Elle était très mondaine pour une communiste. C'était avec Pignon l'œil de Moscou sur Pablo Picasso, et une stalinienne pure et dure. Cela ne devait pas être évident pour Pignon d'être amie avec Picasso, ni pour Hélène Parmelin, sa femme, la comparaison n'allait pas en la faveur du premier. Elle a profité de Picasso avec tous ses livres, etc. Voici en substance un florilège des témoignages qui courent autour d'Hélène Parmelin et de sa relation avec Pablo Picasso. Ils ne sont pas très favorables en général à celle qui semble pourtant avoir été une des rares proches de sexe féminin de l'artiste, avec Gertrude Stein ou peut-être Marie Cutoli et Jacqueline de la Baume-d'Urbach. Elle partage aussi avec la poétesse américaine le privilège d'avoir été peinte par Picasso et dessinée. Comme Gertrude Stein, comme Apollinaire, Éluard ou Prévert, et sans ici juger du talent des uns et des autres, elle fait partie des hommes et femmes de lettres qui furent de manière privilégiée les proches de Picasso. Pignon, lui, si l'on accepte la tertulia des artistes espagnols et Georges Braque, est en revanche un des rares peintres à avoir côtoyé de manière intime, au plus profond de la création, l'artiste espagnol. Ces quelques remarques permettent déjà, par-delà les témoignages et les jugements, de replacer Parmelin dans un système Picasso dont on observe décennie après décennie les récurrences, et caractérisé notamment par la compagnie des poètes, mais aussi par celle de femmes en effet particulières. Ce système, si je peux m'exprimer ainsi, a commencé d'être décrit par des travaux récents. Ainsi, les recherches de Colette Morel sur les expositions de Pablo Picasso de son vivant ont mis en évidence l'importance de figures autour de l'artiste espagnol que l'on peut qualifier d'émissaire, de chef de projet ou de commissaire, travaux confirmés par l'étude de la réception de Guernica ou de certains chefs-d'œuvre de Picasso. Ce rôle, par-delà leurs éventuels liens d'amitié, a ainsi été tenu successivement par Paul Éluard à partir de 1936, on vient de le voir, Maurice Jardot dans les années 50, ou Roland Penrose, par exemple, en 1960 pour la Tate et bien avant, qui organisent les expositions, mais aussi en rendent compte à Picasso dans leurs lettres et écrivent sur l'artiste. Dans cette galaxie, Sabartès occupe enfin une place de choix, mélange de régisseur, conservateur, secrétaire de documentation. Bref, quelle place est dans cette configuration celle d'Hélène Parmelin ? En effet, quiconque travaille sur Picasso est vite frappé par la liberté dont il jouit et par sa puissance de contrôle et de décision, tant sur son travail plastique, bien sûr, que sur la diffusion de son œuvre et de son image. Les témoignages, souvent négatifs, sur Hélène Parmelin, oblitèrent en effet une simple question. Pourquoi était-elle, de fait, aussi une proche de Picasso ? Que représentait-elle pour lui ? Pourquoi l'acceptait-il, si c'était la sorcière que l'on décrit souvent, et comme il l'a lui-même d'ailleurs représentée ? Si je présente aujourd'hui une communication sur Hélène Parmelin dans le cadre de cette réflexion sur l'histoire, c'est qu'en effet, mon hypothèse est qu'elle a auprès de Picasso une fonction amicale, disons, liée à l'histoire, à la grande histoire, vue selon une perspective marxiste, et à la petite, à la gazette, comme elle l'écrit dans ses lettres. Je présente ici un travail en cours qui devra certainement être complété par des recherches à l'IMEC où sont déposées les archives d'Hélène Parmelin et de Pignon. Celui-ci s'appuie à ce stade essentiellement sur les ouvrages publiés par elle et surtout sur les 227 lettres et cartes postales environ conservées dans les archives privées de l'artiste au Musée national Picasso Paris et qu'elle envoie à Pablo Picasso à partir de 1951. On ne peut pas déduire la profondeur d'une relation du volume d'une correspondance. Les archives de Pablo Picasso conservent seulement 50 lettres de Guillaume Apollinaire. Cependant, Hélène Parmelin appartient à une période plus contemporaine de la vie de Picasso, où en effet, comme on va le voir, il y a de nombreuses choses à régler et de nombreuses informations à transmettre. Elle est dans les faits la 6e correspondance la plus abondante conservée, après Sabartès, Jaime Sabartès, Daniel-Henri Kahnweiler, Max Pelker et Jean Cocteau, et avant Paul Rosenberg ou Karl Nejar. Cette place peut nous mettre la puce à l'oreille quant à son importance dans la galaxie Picasso. Autre point statistique, Édouard Pignon n'envoie qu'une seule lettre à Picasso, semble-t-il. C'est donc bien elle qui écrit. Sur le plan matériel, il s'agit de lettres souvent de plusieurs feuillets, longues, vraiment longues en fait, sur papier à lettres blanc ou sur des pages quadrillées arrachées de cahiers à spirale, écrites au stylo à billes noires, vert, rouge ou bleu, plus rarement à l'encre, et à partir de 1960, parfois dactylographiées.
ainsi que de cartes postales représentant les lieux où Parmelin se trouve ou les œuvres d'art qu'elle peut voir. La correspondance la plus riche se situe entre 1953 et 1959. Puis Parmelin écrit encore quelques lettres à proprement parler, mais envoie plus volontiers des cartes postales. Par-delà toute élucubration sur l'état de leurs relations, ce relatif tarissement de la correspondance correspond à l'achat par Picasso du château de Vauvenargues, puis à son installation à Notre-Dame-de-Vie à Mougins, d'une part, et à celle du couple Pignon-Parmelin à Sanary-sur-Mer, d'autre part. Ce ralentissement en fréquence et en volume de la correspondance fait écho au relatif retrait du monde qui est celui des deux couples. On sait pourtant bien que le contact demeure étroit. Parmelin et Pignon rendent visite à Picasso à Mougins. Picasso offre en 1962 une fête à Pignon à l'occasion de son exposition à Cannes, à la galerie Cavallero. Le couple séjourne également longuement à Mougins en 1964. Pignon et Picasso exposent ensemble en 1961 à l'exposition d'art français à Moscou et au Salon de Mai, au sein desquels Pignon est impliqué. Rituellement et jusqu'en 1972, le couple passe la soirée du 31 décembre avec les Picasso. La correspondance conservée au musée Picasso prend fin vers 1966, année importante pour les deux artistes. C'est celle de la grande rétrospective Picasso, au Grand et au Petit Palais. Mais c'est aussi l'année de la rétrospective de Pignon au Musée national d'art moderne à l'initiative de Bernard Dorival, le début d'une période faste pour Pignon. On ne sait pas si d'autres lettres existent après cette date et qui seraient conservées ailleurs. Pour qui a lu les ouvrages d'Hélène Parmelin, ses romans et ses livres d'histoire de l'art, et notamment sur Picasso, cette correspondance en est à la fois proche et lointaine. Ce sont des lettres qui sont pleines d'esprit, à tous les sens du terme, souvent drôles, parfois acerbes, et pleines de piques pour tel ou tel, de préférence les membres des organes de direction du PCF ou les artistes de leur entourage. Aragon, Elsa Triolet, Claude Roy ou Bernard Buffet sont les cibles préférées de Parmelin. Cette correspondance, adressée le plus souvent à Pablo Picasso, mais aussi fréquemment à Jacqueline Roch, est ainsi d'un style très privé, tissé de confidences et de réflexions intimes, voire de secrets, et faite, je crois, pour être lue uniquement par Pablo Picasso et Jacqueline Roch. Une lettre de 1958, construite sur un style stylistique d'énumération, peut parmi d'autres donner une assez bonne idée du style Parmelin. L'agent Licorne raconte ainsi d'abord une visite à un chef d'orchestre grec pour une lecture d'André Kédras de son roman « Ne tirez pas sur Cassandre » qu'elle juge affreux, même si le reste était merveilleux. Elle évoque ainsi la présence du mime Marceau, qui m'expliquait comment la suppression de la parole permettait de transposer sans les trahir les chefs-d'œuvre de la littérature. Elle a aussi assisté à la réunion de fondation d'une revue de l'opposition interne au PCF, dont fait partie Tristan Tzara, ainsi que 7 philosophes, et raconte qu'elle et Tzara se sont mal conduits. Ils ont piqué une colère en pleine réunion. Elle relate ensuite que 2 Algériens se sont fait descendre rue des Plantes, juste devant sa porte. Elle dit aussi qu'elle a commencé à écrire des nouvelles, ayant terminé Le Taureau Matador, un conte inspiré de Picasso, concluant que l'essentiel, comme dit Picasso, c'est de travailler. Elle a vu une représentation sensationnelle de Phèdre par le TNP, avec Casares, qui tremblotait et bavait comme un cheval dopé, et dans laquelle Hippolyte était tout noir, tout rond, tout carré, pas comestible le moins du monde. Conclusion, c'était pas du tout ça. Elle annonce que Villard va monter Uburoy, commentant « pourvu qu'il ne le joue pas comme Phèdre, ou peut-être au contraire ». Elle évoque une visite éclair de Siqueiros. Comme la dernière fois, il vient de faire une mosaïque de 100 mètres carrés. Comme la dernière fois, il écrit des lettres ouvertes aux peintres soviétiques. Seule différence, il s'est réconcilié avec Diego Rivera. Elle raconte enfin l'enterrement de Dominguez, le seul rouge-vert-jaune du cimetière Montparnasse, où sont venus 4 ou 5 surréalistes gentils qui avaient du chagrin, et le commando des vilains qui se moquent des surréalistes qui se croient ressuscités. Concluant, ils ont enfin leur Van Gogh. Parmi eux, dit Cavalcanti, qui veut aller au bordel, a aussi fait une mosaïque. Les surréalistes partent au bordel, sauf nous, et Parmelin de conclure « Ah, ils sont gais comme des pinsons, les surréalistes d'aujourd'hui. Les gens de Mourleux se sont bien amusés quand Dali y est allé une fois. Il a tiré à l'arquebuse sur la pierre lithographique, faites-en donc autant. » Elle a enfin écouté à la salle de géographie un cercle ouvert sur l'homosexualité et annonce que Bernard Buffet, qu'elle éreinte lettre après lettre, tout comme les mouvements abstraits, prépare une série de toiles sur Jeanne d'Arc. La lettre se conclut sur une information obscure pour moi. Maria la Polonaise est tombée dans les raies de San Lazzaro. Cet exemple illustre bien la manière dont Parmelin elle-même conçoit sa correspondance avec Picasso. Comme elle l'écrit très souvent, celle-ci est une gazette de la vie artistique et politique parisienne. Et c'est profondément pour cette raison, je crois, que la correspondance est moins nourrie après son installation à Sanary. Elle a perdu sa raison d'être.
Qu'est-ce qu'une gazette ? Une gazette est une publication périodique, souvent hebdomadaire, relatant des faits de la vie politique, littéraire, artistique ou autre, dans sa première acception. Il faut se rappeler qu'Hélène Parmelin est avant tout journaliste. C'est aussi un récit détaillé, oral ou écrit de petites nouvelles, alors synonyme de chronique. La chronique est un genre historique, un terme qu'emploie Parmelin. Dans un sens péjoratif et par dérivation, la gazette peut aussi renvoyer à des commérages, cancans ou potins sur la voie publique. Gazette, chronique, commérage, la correspondance avec Hélène Parmelin est celle en fait d'un reportage de ce qui se passe à Paris, dans la vie politique, au PCF et dans la vie artistique et parisienne. Parmelin présentant, outre son esprit vif, sa lisible loyauté et sa passion pour Picasso, cette caractéristique d'être à la fois militante communiste active, ancienne directrice du service culturel du PCF, journaliste à l'Humanité, et une critique d'art mariée à un peintre actif. Sa correspondance tout entière répond visiblement à une mission, tenir Picasso informé, un canal parmi d'autres, de ce qui se passe à Paris. Chronique, gazette, journalisme épistolaire, journal parfois intime, en tout cas subjectif, de la vie militante et parisienne, la correspondance d'Hélène Parmelin répond aussi à une situation, celle d'un Picasso vivant dans le sud de la France et qui a besoin aussi d'informateurs. En effet, il est assez évident à la lecture des 227 lettres que davantage qu'un outil de contrôle sur Picasso, Parmelin ressemble bien plutôt à un œil télescopique pour l'artiste espagnol, tenu à s'y informer de ce qui se dit et se fait. Les demandes et requêtes y sont assez rares en réalité. Il s'agit d'une forme littéraire que l'on pourrait qualifier d'histoire immédiate. Dans ce registre, il y aurait plusieurs catégories à formuler et des nuances multiples à apporter, mais j'aborderai deux grandes thématiques attendues de la correspondance, l'histoire politique et la gazette mondaine. Les années nourries de correspondance entre Hélène Parmelin et Pablo Picasso racontent en creux une histoire du Parti communiste français, vue de l'intérieur, et par, en effet, une ancienne stalinienne dont le positionnement devient délicat exactement à ce moment-là. On suit ainsi pas à pas les effets de la mort de Staline sur le PCF. Thorez, revenu en avril 1953, reprend les rênes du parti et divulgue le rapport Khrouchtchev à minima en 1956 afin de préserver l'intégration du PCF dans la vie politique française. Il soutient ainsi sans réserve les interventions de l'URSS en Pologne et en Hongrie, qui marquent le retour d'une ligne dure en URSS. Au comité central, Laurent Casanova est chargé des relations avec les intellectuels depuis le 13e congrès de juin 1954. D'abord partisan d'une ligne pure et dure, il devient favorable au changement de style et de pensée après les révélations du rapport Khrouchtchev. Les lettres de Parmelin soulignent cependant combien l'unité du parti, à laquelle pourtant elle-même est aussi attachée, demeure prioritaire pour lui. Casanova représente pour Hélène Parmelin non pas un changement de ligne, mais une réinvention de l'autoritarisme stalinien et le défenseur d'une ligne esthétique qui est celle de Fougeron et de Tasliski, opposée à Picasso. Ces lettres à Picasso, loin de représenter des manœuvres de contrôle, évoquent plutôt la difficulté de sa position d'opposition interne. Ainsi, dans une lettre du 26 juin 1956, elle évoque la reprise en main au sein du PCF de tous ceux qui ont cru à une ouverture du parti. Le ton est déjà désabusé. On assiste donc à une grande guillotine d'intellectuels. Elle évoque ici le limogeage des rédacteurs de l'Humanité et l'ouverture de commissions d'enquête. En somme, on fusille, on exile, le tout heureusement dans un régime qui ne peut le faire que sans victimes physiques. Nous en sommes donc arrivés à soupirer d'aise en songeant que nous sommes pour la sécurité de nos peaux en régime capitaliste. J'ose vous avouer que ma maison devient une sorte de lieu où isolément défilent les esprits révoltés afin d'exploser à l'aise dans un endroit sans danger. Parmelin considère que d'une certaine manière, les choses s'aggravent en termes de contrôle. Il m'était relativement facile jusqu'à présent d'être communiste. Nous étions libres du vivant de Staline puisque nous agissions selon notre nature. Mais ces survivances nous emprisonnent et le courage doit devenir diplomate, réfléchi, calculateur et sur deux fronts, contre les siens et contre les autres. Sans oublier ceux qui, et ils sont nombreux, ne luttent qu'à l'intérieur, tandis qu'à Alger, la guillotine ne tranche pas que des coups symboliques. Je vais revenir sur l'Algérie. Mais cette position délicate mène Parmelin à être à l'initiative d'une lettre, l'affaire est bien connue, dénonçant la répression en Hongrie, pour laquelle elle obtient la signature, entre autres, de Picasso, lettre adressée au comité central et qu'elle fait fuiter dans la presse en parallèle. Sa position à l'Humanité la place aux premières loges du conflit hongrois. Elle dispose d'informations précises sur la violence de la répression, qu'elle transmet à Picasso de jour en jour avant même que la presse ne les évoque, ainsi autour du 25 octobre 1956. Là-bas, les choses sont horribles. On y tue et on y pend. La revanche est terrible et il y a aussi des communistes parmi les pendus et dans le Danube. L'Armée rouge est-elle intervenue ignoblement dans les affaires intérieures d'un ex-satellite ou a-t-elle sauvé la démocratie populaire ? On verra. J'ai horreur de penser à ce que fait l'Armée rouge. Je ne crois plus à rien qu'au communisme, mais je passe mon temps en ce moment à me demander où il est.
La radio, tandis que je t'écris, lance des appels désespérés de la Hongrie au monde libre. Tout est calmé, dit-on, à Budapest, et tout le monde capitaliste pleure sur la résistance hongroise massacrée. Et je pleure sur Budapest, en imaginant ces ponts merveilleux qui enjambent le Danube. Ne m'en veux pas de ce journal interminable, il n'y a personne d'autre au monde à qui nous puissions dire ce qu'on pense. L'autre point récurrent des critiques internes de Parmelin au PCF tient à la guerre d'Algérie, et ici on ne peut que supposer une sensibilité commune avec Picasso. C'est elle qui, la première, établit un parallèle entre les événements d'Algérie, comme on disait à l'époque, et la série de Picasso sur les femmes d'Alger. Dans la lettre du 18 décembre 1955, dans laquelle Parmelin décrit à Picasso par le menu le vernissage de son exposition aux arts décoratifs, elle écrit « Je te dirais, avec un très mauvais esprit, que je soupçonne notre journal de classe, l'Humanité, de n'avoir pas encore réalisé que ces femmes d'Alger n'étaient pas celles qui actuellement subissent l'état d'urgence. En tout cas, ils ne furent pas très prolifiques sur cette exposition dont tout le monde parle. Je me propose de faire un article à ce sujet, la présence de Guernica me paraissant incompatible en particulier avec le silence du dit journal, où j'aimerais qu'une reproduction figurât. Parmelin, lettre après lettre, au cours des années de guerre, critique la position du PCF, dont les députés voteront encore les pouvoirs spéciaux à Guy Mollet le 12 mars 1956. De ses séjours à la Californie, où avec Jacqueline, elles font les femmes d'Alger, c'est-à-dire paraissent dans le salon pendant que Picasso travaille, elle se crée un nouveau personnage après celui de la négresse, celui de la femme d'Alger. Elle résume ainsi sa position d'opposition interne à l'automne 1956 en écrivant « Casanova, Cognot et Garaudy sont les prophètes d'un stalinisme français qui ne diffère de l'autre que sur un point, ma tête par exemple, qui serait déjà en régime stalinien tombée. Le royaume est divisé et la guerre contre la femme d'Alger continue. » Le 20 novembre 1957, elle relate encore à Picasso des meurtres d'Algériens et critique la position du PCF. Paris est à feu et à sang dans les banlieues, où les Algériens s'entretuent. Mais ce ne sont pas toujours des Algériens qui tuent. Il y a des réunions fascistes partout, et l'atmosphère n'est pas du tout drôle, et même inquiétante. En somme, on porte ici peu à peu la guerre d'Algérie. Pendant ce temps, on interdit bruyamment la prière de Brasillac, ce qui est bien amusant vu que l'on vend Céline dans toutes les vitrines, Pétain et Laval, et Rebattet publie chez Gallimard. Il n'y a en somme que les fusillés qui soient tenus de se taire. Le Parti communiste est à la pointe du combat. Il fait vendredi une grande réunion sur l'œuvre d'Aragon. Nous sommes invités. J'irai. Je mettrai la belle culotte noire que Jacqueline m'a envoyée. Première mission donc d'Hélène Parmelin, rendre compte de l'histoire politique depuis un point de vue qui en réalité se marginalise. Si elle est l'émissaire parfois du PCF ou de l'Humanité auprès de Picasso pour obtenir un dessin, un chèque ou une déclaration, c'est un rôle qu'elle accomplit avec ironie sur leur relation, ironie feinte peut-être, mais qui est visible dans les lettres. Par exemple, au sujet de la crise de Suez autour du 9 novembre 1956, elle décrit à Port-Saïd une situation tragique où l'on craint les épidémies et où le nombre de morts est infiniment supérieur à celui qu'on dit. Aragon et Elsa sont en transe perpétuelle. Ils envisagent d'envoyer Parmelin à Picasso pour le tenir au courant. J'ai dit que, selon tes coups de téléphone, tu semblais merveilleusement au courant de la situation politique. Mais Parmelin est aussi amené à être un relais d'organisation entre Picasso, sa galerie et le Parti communiste français, notamment lors de l'exposition de 1956 à Moscou. Elle écrit ainsi le 18 octobre « Je viens de mettre par téléphone Hérenbourg dans l'avion. Crois-tu que je ne sente pas le ridicule de la situation ? Crois-tu que je ne me vois pas en train de faire le message de Picasso au peuple russe ?» Parmelin exprime dans cette lettre sa colère de jouer le téléphone diplomatique entre Kahnweiler et la galerie Léris d'un côté et les Russes de l'autre, tout en se disant ravie de l'exposition de Moscou. Elle implore Picasso. « Alors ne te fâche pas, et tu ne vas pas, toi, croire que je me prends au sérieux dans mon rôle de Bakst, si tu veux. Il faut des Bakst, tout au moins de mon genre. Le message de Picasso a pour eux une importance énorme, ni pour Hérenbourg, ni pour moi, en tout cas pas pour moi, qui sais ce que tu penses de tel message écrit. Je pense que ce serait bien internationalement et à tout point de vue qu'il y ait un message de toi. » Elle se plaint des dédaigneuses foudres de la galerie Kahnweiler à cause de céramiques trop lourdes, et ajoute « Mais ne crois pas que le seul fait de servir d'intermédiaire entre toi et des tas de messieurs me monte à la tête, ça ne m'amuse même pas. Moi, ce que j'aime, c'est Picasso, ce n'est pas son orbe. » On touche ici au deuxième rôle essentiel de Parmelin pour Picasso, qui est moins complexe. Parmelin lui rend compte minutieusement des expositions et des vernissages, celles des autres et surtout les siennes. Elle est un de ses émissaires, elle est ses yeux surtout. Ainsi, sans plus de commentaires, je conclurai cette intervention sur l'évocation de la lettre du 27 mars 1957, où Parmelin relate le vernissage de l'exposition Picasso à la galerie Léris récemment rénovée.
chronique mondaine, étude de réception de l'œuvre de Picasso, œil avisé sur l'évolution des galeries parisiennes, cette lettre est une mine d'informations pour l'artiste espagnol et raconte déjà une histoire de la vie artistique parisienne. Paris, mercredi, au jour lendemain du vernissage. Cher, voici la Gazette. Parmelin évoque la présence d'Armand Salacrou, de Francis Poulenc, de Gildo Caputo, qui parle de l'éclairage Kahnweiler. Elle décrit l'espace. D'abord un couloir, puis un éclairage fulgurant, des colonnes carrées et des toiles sur des épis, donnant l'impression que la galerie semble encore plus grande, ainsi que la présence d'un comptoir à faire pâlir de jalousie le petit 2 mètres de la Galerie Mag. Elle évoque son enthousiasme pour le catalogue, l'affiche et les toiles vues d'abord à la Californie, dans leurs fenêtres à paysage intérieur. Elle commente « Or, la nouvelle galerie Kahnweiler est une galerie sans pitié, en ce sens qu'aucune toile ne peut compter sur ses pendants pour qu'ils la fassent jouer, comme on dit. Que chaque toile est présentée rigoureusement et suit son destin. Elle ne fait pas partie d'un ensemble comme à la Maison de la Pensée ou à la rue d'Astorg. Elle doit tenir le coup toute seule et l'ensemble se construit de toile en toile jusqu'au bout de la visite. Pour un peintre, c'est une épreuve singulière, ce qui fera dire aux gens « c'est magnifique, mais on se demande comment Kahnweiler fera pour exposer quelqu'un d'autre que Picasso dans sa galerie. Eh bien, il mettra ses épis ailleurs et ça changera la salle. » En somme, la galerie est américaine, disait Cooper, en ce qu'elle présente la peinture sans ménagement et dans un cadre scientifiquement conçu à cet usage. Elle évoque également le peuple, follement enthousiasme, le monde. Elle parle d'un choc parfait, d'une nouveauté totale, d'un plaisir inconnu. Elle continue, au fond de la galerie, face à la porte, la chèvre du printemps vert danse en plein milieu de l'exposition, et de tous les côtés, les ateliers, les œils noirs, les femmes. L'enthousiasme est total chez les peintres. Le père Villon est tout rose, émerveillé. Sont présents Adma, Pichette, Kermadec, Ravière et Germaine, Penrose, des représentants de musées et d'institutions. Soyons un peu méchants. La belle Diane est vert pomme et elle louche. Et Nadia Léger fendait les flots d'une poitrine que le veuvage a encore développée, sous le plus ahurissant de tous ses chapeaux. Elle se plaint d'une fatigue extrême. Le musée la met sur les genoux. Comment ne pas venir au vernissage pour Kahnweiler, me dit-elle, et non pas pour Picasso. Léger et son musée sont une des cibles préférées de Parmelin. On en déduit que ça devait un petit peu agacer Picasso, cette histoire de musée Léger. Elle évoque la critique de 3 petits abstraits et d'une dame d'une galerie de la rue de Seine, ce qui n'empêche pas que, pour finir, ils m'ont expliqué que l'exposition était tout de même abstraite. Elle croise Prévert, déguisé en lithographie, avec sa cigarette à la lèvre intérieure, Polo, Christine, Baudouin, Pignon, Baudin, et évoque l'émission à la radio que Pignon fait sur Picasso et les travaux chez Kahnweiler, quai des Grands Augustins. Se retrouvent ensuite au buffet. Eux, les Pignons, puis Nadia Léger sur un canapé qui lance une pique. « Mon Dieu, Hélène, vous attendez un bébé, sinon pourquoi ce grand châle ?» Madame Cutoli, Madame Ramier, et elles sont là, qui ont une crise de foi, Zara, Suzy Césaire, le frère Merleau-Ponty, Queneau, la fille Bataille et son père, l'œil de Julien Quint, la fille Chagall, sans son père, Sabartès, qui partit d'assez bonne heure et espère partir bientôt pour Cannes, Z, superbe, Michel, en pleine forme, Ida Bourdet, qui disait à Masson, qui fait de plus en plus paysan du Danube, « Je me demande quel peintre au monde aura la force de succéder à une exposition pareille dans une galerie aussi féroce. Malheur aux peintres ratés et aux toiles ratées à la galerie Kahnweiler. » Moi, dit Masson, avec simplicité. On boit à la santé du père, avec le critique d'art Charles Estienne, Lascaux, Frenot et un certain Patrick. Tout le monde chante, tout le monde est ivre. Mais le clou de la soirée fut sans contredit le numéro de l'éminent directeur au conservateur de l'important musée de Bâle, un personnage coiffé à la Jeanne d'Arc, fort sérieux. Il se mit à avaler un mégot, puis 2 mégots, puis des allumettes enflammées. Et pour finir, à la faveur d'une cabriole aussi preste qu'inattendue, nous eûmes le privilège de voir le derrière du musée de Bâle virevolter sur le tapis. Imaginez un peu Georges Sale avalant du feu et faisant des galipettes un soir de vernissage. Jardot est là, il ne perd jamais son sérieux, mais on dit que c'est lui qui a fait l'accrochage et c'est vraiment très bien accroché. Comme de nombreuses lettres, la fin est lyrique, disons tout l'amour que Parmelin et Pignon ont pour Picasso. Il y a encore beaucoup à étudier concernant cette correspondance et la relation entre Parmelin et Picasso. Il me semblait ici essentiel, par-delà les opinions diverses, d'essayer d'esquisser un début de compréhension de sa place dans l'orbe picassien, celui d'une chroniqueuse drôle et au coup de dents féroces, celui d'une envoyée spéciale pour Picasso dans la vie parisienne, mais aussi d'une femme engagée et mal à l'aise au sein des débats esthétiques et politiques qui animent le Parti communiste français et dont elle peut rendre compte à l'artiste espagnol. De la petite histoire à une grande histoire qui s'accorde de moins en moins à la prévision marxiste d'une dialectique emmenant les peuples vers des lendemains qui chantent, il est possible que Parmelin, en effet, ait fini par préférer l'histoire de l'art et le repli sur la création, soit l'engagement individuel et personnel de l'artiste, qu'elle admire chez Picasso. Merci.